sur le podcast Enquête Inter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est la grande première de votre nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale. Ensemble, nous allons tenter de décrypter les grands enjeux de notre monde à travers l'actualité, de les expliquer, de donner des clés de compréhension et de réflexion. Et au programme, une multitude de thématiques que nous aborderons, du féminisme au changement climatique, à la géopolitique, au conflit, ou en passant par l'économie, ou encore la justice. Et à chaque émission, une nouvelle thématique, ça c'est la formule, mais c'est aussi et surtout l'occasion parfaite pour se confronter au débat et à l'échange, parce que à ce micro, j'aurai la chance de recevoir des étudiants, des journalistes, des professeurs et des spécialistes qui vous proposeront leur analyse et leur point de vue en profondeur. Alors vous regardez Enquête Inter sur YouTube, mais sachez que vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour retrouver toutes les infos du podcast, les présentations des invités et également peut-être des extraits des différentes émissions. N'hésitez pas à partager autour de vous. À présent, tout est dit. Il est l'heure maintenant d'écouter les voix sur le monde, celles d'Enquête Inter. Et rentrons directement dans le vif du sujet. Pour cette première émission, nous allons tenter de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien, le théâtre de guerre qui se joue à Gaza depuis 2 ans maintenant, mais plus globalement, nous analyserons ensemble la situation actuelle au Moyen-Orient, les différents enjeux et stratégies qui s'y mêlent, les évolutions possibles, la place aussi de cette région du monde tant convoitée dans les relations internationales. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Michel Dazansky. Bonjour. Bonjour. Donc Michel Dazansky, vous êtes intervenant régulier sur TF1 et LCI, oui. Formateur à l'École supérieure de journalisme de Lille, vous êtes spécialiste des questions relatives au Moyen-Orient. Vous avez d'ailleurs rassemblé en 2011 des textes inédits de spécialistes, journalistes, intellectuels et politiciens français, israéliens et palestiniens dans un ouvrage intitulé « Regards croisés sur le Proche-Orient ». Alors justement, nous allons croiser les analyses aujourd'hui, comme je le disais, en évoquant la situation de cette région carrefour entre Europe, Asie et Afrique. Notre objectif va être d'échanger ensemble, Michel Dazansky, en abordant à la fois le conflit à Gaza, les enjeux qui s'y mêlent, mais aussi le passage stratégique pour l'économie mondiale que constitue la mer Rouge, les stratégies des groupes terroristes qui opèrent dans la région, comme le Hezbollah, on en avait parlé l'année dernière, la question de l'État de Palestine, la place de l'Iran aussi dans la diplomatie mondiale, etc. Je m'arrête ici parce que l'on va développer tous ces aspects en détail, en tout cas un maximum avec vous. Et j'aimerais commencer d'abord par une première question assez large, mais peut-être qui nous permettra d'introduire cette émission. Selon vous, en quoi l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, ouvre-t-elle un nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien ? Je ne sais pas si on peut dire que ça ouvre un nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien. Par contre, cet acte que certains qualifient de pogrom, qui est un massacre avéré, d'une barbarie invraisemblable, a créé, je dirais, un schisme de compréhension radicale entre la société israélienne et la société palestinienne, tant que la société palestinienne acceptera, je dirais, les revendications du groupe Hamas. C'est-à-dire, pour être plus clair, si aujourd'hui la société palestinienne comprend, entend et reconnaît que le Hamas est un des acteurs politiques de sa société et que ce qu'elle a fait le 7 octobre l'a fait au nom de cette société, alors effectivement, il y aura un schisme entre la société israélienne et la société palestinienne. Donc c'est un tournant ou comment on pourrait qualifier cette attaque ? Est-ce que c'est dans la suite des événements qui ont précédé je crois que le 7 octobre ou c'est un tournant absolu, c'est-à-dire que la façon dont ça s'est produit, les atrocités qui s'y sont déroulées, les prises d'otages qui se sont produites, ont été une déflagration pour la société israélienne. Alors au-delà des failles sécuritaires, politiques, etc., c'est aujourd'hui, je pense, une question de non-retour. Il faut se rendre compte que le nombre de victimes, le nombre d'otages, si on devait le ramener aujourd'hui à la France, en Israël c'était à peu près 1250, si j'ai bonne mémoire, ça ferait à peu près 10 000 personnes. Le nombre d'otages, il faudrait aussi multiplier par 10, on arriverait à 2000 otages. Imaginez un pays qui connaisse une telle déflagration, avec un conflit qui s'installe, asymétrique, certes, mais un conflit de cette nature, oui, crée, je pense, dans les sociétés, des choses qui, au moins à court, moyen terme, sont irréversibles.
Justement, le monde entier a suivi le 22 septembre l'annonce du président français Emmanuel Macron, qui a proclamé à la tribune des Nations Unies la reconnaissance de l'État de Palestine au nom de la France, après notamment les déclarations, enfin en tout cas ça a donné la voie et a ouvert la voie aux déclarations au Royaume-Uni, au Canada, en Australie. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement ? C'est la grande question, c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute manière, aux Nations Unies, avant qu'il y ait cette initiative du président français Emmanuel Macron, déjà 143 États constituant l'Organisation des Nations Unies sur 193 avaient de facto fait déjà une reconnaissance d'un État palestinien. La question aujourd'hui, ce n'est pas la reconnaissance d'un État palestinien. C'était d'abord de se dire, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, alors que le terrain commande, comme on dit dans les affaires géopolitiques, et que ce terrain était encore en guerre, est-ce que ce n'était pas donner une forme de caution politique involontaire, certes, au Hamas ? Et je donne à cet exemple 2 exemples. Le premier, c'est que lorsque Israël a quitté le Liban en 1980... Non, c'était en 1980... Non, excusez-moi, j'ai un trou. En 2000, le Hezbollah l'a considéré comme étant une victoire. Quand Ariel Sharon décide de sortir les colonies de Gaza en 2004-2005, étant donné qu'il n'y a pas eu, je dirais, un discours clair de l'État d'Israël vers les Palestiniens, la victoire a été considérée comme une victoire militaire du Hamas. De la même manière là, et je dirais que quelque part c'est de bonne loi, entre guillemets, que le Hamas considère que s'il y a aujourd'hui une reconnaissance d'un État palestinien, c'est parce qu'il a fait cet acte le 7 octobre, qui pour lui est considéré comme étant un acte de résistance, et ça ce sont les mots du Hamas, je ne me les approprie pas, à partir de ce moment-là, oui, il porte une voix politique au sein de la société palestinienne qui est de dire, vous voyez, notre action a permis, de remettre la question de l'indépendance de la Palestine et la reconnaissance de l'État palestinien au cœur même des questions de relations internationales, et nous avons obtenu gain de cause, puisque aujourd'hui, des États comme la France, l'Australie, le Canada reconnaissent cet État. D'autant plus que, dans un premier temps, Emmanuel Macron avait conditionné un certain nombre de choses avant cette reconnaissance. Le fait est que ça a eu cette reconnaissance. Et regardez, aujourd'hui, ceux qui ouvrent, je dirais, une perspective politique au Moyen-Orient, ce n'est pas la France, ce sont les États-Unis, qui se sont mis sur un autre credo. Justement, pour parler des États-Unis, il y a eu des tentatives... pourquoi c'est précisément Trump qui a réussi à s'approcher plus près d'une cessation des hostilités? Qu'est-ce qui fait que son approche, on va dire, de paix est particulière? On rappelle qu'il a proposé un plan de paix lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président israélien, et ces rencontres elles ont eu lieu très récemment en Égypte, à Sharm el-Sheikh, se sont conclues par un accord. On a vu la libération de 20 otages par Israël et le Hamas. Ces avancées, elles ont été saluées par la communauté internationale, mais justement, pourquoi qu'est-ce qui fait que son approche, vraiment, elle est tout à fait particulière? Parce que en faisant ça, Trump se présente un petit peu comme le médiateur incarné, et les autres pays ne réagissent, sont contraints. Alors, en tout cas, sont... Ce qu'il faut prendre quand même comme regard historique, c'est que les 2 paix qu'a signé Israël, que ce soit avec l'Égypte, avec la Jordanie, les accords d'Oslo, avec l'OLP en 1992, cet ensemble-là a été co-construit et réalisé avec l'administration américaine, qui était démocrate à l'époque et pas républicaine. Mais peu ou prou, peu importe. Les États-Unis ont toujours été un acteur très important dans la région. Ils étaient ce qu'on pourrait appeler un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'ils avaient une relation de confiance avec les acteurs de la région. Peut-être plus Israël que les autres? Ou en tout cas, il y avait un partenariat... Non, parce que le plus vieux partenariat qui existe au Moyen-Orient est celui qui existe entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui date de 1947, donc avant la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais cela, je dirais, au-delà de ça, bien sûr, il y a toute la sémantique, il y a tout le jeu particulier, je dirais, de la diplomatie de
de l'administration Trump. Ça, c'est indéniable. Il fait ça à sa manière. Ça a été multiples fois décrite, voilà, avec tous ces paradoxes, cette outrance, ce vocabulaire direct, etc. Mais au-delà de cela, l'administration Trump avait fait des choses. Elle avait co-construit les accords d'Abraham qui faisaient qu'un certain nombre d'États non négligeables d'États arabes étaient prêts à reconnaître Israël et en faire un partenaire économique. Aujourd'hui, on a vu que ces États, malgré cette séquence très longue de conflits depuis 2 ans, même s'ils ne l'ont pas clamé, sont restés, je dirais, à bas bruit sur des idées de on regarde et on observe et on verra demain. Aujourd'hui, ils reviennent sur cette scène internationale. Parce que Trump accélère un petit peu le mouvement Trump pour lui a fait en sorte qu'aujourd'hui, et l'Égypte, et l'Arabie Saoudite, et le Qatar, et la Turquie soient des acteurs incontournables de cette résolution du conflit. Autrement dit, en prenant l'angle avec l'ensemble de ces pays, en leur conférant des responsabilités qui demain seront peut-être ceux d'une nouvelle architecture de sécurité sur ce petit périmètre que représente à la fois Gaza et la frontière avec Israël, le fait de déclarer aussi non grata le Hamas, disant qu'il faut une reconstitution d'une autorité palestinienne avec une nouvelle gouvernance, cela est emporté par des États forts, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Le Hamas ne pouvait qu'accepter ce genre de choses, parce que c'était quoi? C'était ça, ou l'élimination, je dirais, à moyen terme, physique et radicale, et la disparition complète du Hamas en termes d'acteurs politiques. Et la fin des relations, peut-être parce que c'était des acteurs régionaux, et là, ça a peut-être plus accéléré que... Et là, ce qu'il y a d'important, c'est que, d'une part, pour la première fois, les États-Unis, ou du moins à ciel découvert, ont pris langue directement avec le Hamas. D'autre part, ils ont réussi à convaincre les acteurs qui étaient autour de convaincre le Hamas à rentrer dans ce processus. La France a certes, je dirais, des parties liées, mais elle n'a pas l'influence ni économique ni stratégique qu'ont les États-Unis au Moyen-Orient aujourd'hui. Ok. Oui, à contrario, pourquoi il est difficile pour ces pays européens de s'imposer? Peut-être je pensais que c'était peut-être à cause de la colonisation de beaucoup de pays que ces pays sont réticents à vouloir accepter peut-être une paix européenne, ou c'est parce que c'est difficile pour ces pays de s'imposer? Il y a d'abord déjà un acteur qui aujourd'hui, vu la demande qu'avait faite le président Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale des Nations Unies, le fait de demander cette reconnaissance d'un État palestinien, naturellement, je dirais, ou de façon très banale, a fait que l'administration du Premier ministre Benjamin Netanyahou était naturellement contre et ne pouvait pas accepter comme un acteur intermédiaire la France, parce qu'il considérait que dans ces cas-là, la France prenait parti lié, d'une part en renforçant la légitimité des actions du Hamas, et d'autre part en prenant une partie liée avec une future gouvernance palestinienne. Même si la France s'en défend, même si elle dit en fait ça a toujours été dans notre ligne, en fait on est sur cette longue trajectoire d'aller vers une perspective de 2 États, un État israélien, un État arabo-palestinien. Nonobstant, c'est comme ça que ça a été lu. Or, aujourd'hui, pour être un intercesseur, il faut se faire entendre avec force par toutes les parties. Là, ce qu'a réussi Trump, c'est qu'il a réussi ça par l'intermédiaire des pays arabes. S'il n'avait pas eu les pays arabes, il n'y aurait pas eu cette intersection et il n'y aurait pas eu cette acceptation du Hamas, d'autant que ces pays tiers confie au Hamas le fait de leur dire si vous rentrez dans ce processus de paix de 20 points, pour d'aucuns d'entre vous qui accepteraient donc d'y rentrer, vous pourrez partir demain vers un pays tiers, donc avoir la vie sauve, appelons un chat, et aussi avoir des subsides pour pouvoir survivre. Donc quelque part, continuer un combat politique qui ne sera plus par les armes. Ce que n'offre pas la France, ce que n'offraient pas les pays européens, même si... Emmanuel Macron a dit mais quelque part le plan entre nous et l'Arabie Saoudite a été repris en partie par, il s'en est inspiré peut-être, ou par Donald Trump. Quelques éléments. Certes, il y a peut-être certains éléments qui ont été repris. Force est de constater qu'aujourd'hui c'est l'administration américaine qui porte ce projet et que jusqu'à présent
sur cette terre de conflit, c'est toujours l'Amérique qui a été à la fois le tiers, je dirais, de confiance et celui qui a réussi à mettre en place ceci. Parce que il faut reconnaître aussi une chose, les États-Unis restent la première puissance mondiale, ouais. Première puissance économique, première puissance en termes de hard power, et qu'ils ont la capacité de mettre en place des relations internationales et de puissance qui sont inégalables vis-à-vis des Européens. Ouais. Et Donald Trump qui s'affiche aussi avec Tony Blair, enfin, il a proposé ça dans son plan. Tony Blair, c'est l'ancien Premier ministre britannique. Tout à fait. Pourquoi c'est assez étonnant que Tony Blair revienne comme ça sur la scène? Est-ce qu'il y a un intérêt du Royaume-Uni? Non, je pense que là, c'est plutôt des relations de personne à personne, ouais. Qui font de connaissance, de cercle à Trump. Voilà, exactement. Ouais. Je pense que c'est plus dans la reconnaissance de la personnalité de M. Blair que Donald Trump a fait ça. Puis peut-être qu'en fin de compte, peut-être aussi, on peut se poser la question, c'est peut-être le seul à avoir accepté à jouer ce rôle. Ok. Un petit peu dans le même état d'esprit, selon les Nations Unies, je vais reprendre des chiffres qui ont été publiés en début octobre, on recensait plus de 67 000 morts, en tout cas, dont 18 000 enfants à Gaza. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de génocide, en mettant des guillemets, au sens juridique du terme, en tout cas tel qu'il est défini par la Cour pénale internationale? Il y a eu je crois que c'était un comité de l'ONU qui avait peut-être amené ce terme pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Vous pensez, en tout cas, quels sont les éléments qui vous feraient dire que ça pourrait être un génocide ou c'est encore à prendre avec des grandes pincettes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en l'état du droit tel qu'il est, je dirais, énoncé d'un point de vue international, il n'y a pas eu de condamnation pour génocide, il n'y a pas eu de démonstration juridique fondée en termes de droit à ce jour et affirmée par les Nations Unies comme étant un génocide de façon telle qu'il est porté aujourd'hui énormément sur la scène médiatique. Ça ne veut pas dire que pour autant, les personnes qui sont décédées lors de son conflit, c'est normal et ça fait partie de l'ordre des choses. Oui, non, il ne faut pas, maintenant, bien sûr, pas légitimer tout ce qui s'est passé. Il faut aussi voir que les chiffres qui sont donnés aujourd'hui par les Nations Unies reprennent en réalité en grande partie les chiffres qui ont été donnés par le Hamas. Ouais. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la difficulté de ce conflit est c'est un combat asymétrique. 2, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. 3, le Hamas, lorsqu'il combat à Gaza, il combat sans uniforme, il combat au milieu d'une population civile. Il entraîne cette population civile soit passivement, soit activement en fonction des mouvements. Et que, au terme du droit international, quand on regarde les conventions de Genève, tout conflit qui fait qu'un des deux groupes belligérants ne porte pas d'uniforme, se fond dans la population, utilise des sites comme les hôpitaux ou les écoles à dessein pour les prendre et s'en servir comme base de défense ou autre, deviennent automatiquement des cibles militaires. Donc c'est là toute la confusion. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de brutalité, je dirais, ravageuse faite par les bombardements israéliens et l'armée israélienne. Moi, je reverrai ces chiffres, parce que, pour une simple et bonne raison. Oui, bien sûr. Au début du conflit, on considère que le Hamas, c'est 30 000 personnes à Gaza. D'accord ? On dit qu'aujourd'hui, il a été défait de au moins 20 000 personnes. Ce qui veut dire que dans les 30 000, dans les 67 000, il faut soustraire les 20 000. Il reste encore, hélas, 47 000. Alors, il y a effectivement le chiffre des enfants. Naturellement, et de façon la plus, je dirais, horrible que ce soit, un conflit sur un territoire aussi étroit lorsqu'il y a des bombardements et qu'il y a une population aussi dense au kilomètre carré, c'est la même chose que ce qui s'est passé à Raqqa et à Mossoul. Les bombardements font des ravages et ne font pas de distinction, effectivement, entre les combattants et les civils. Et c'est mortifère pour la société palestinienne. Oui, donc c'est encore peut-être un peu tôt encore pour vraiment clarifier. Je crois que de toute manière, il faudra des années c'est ça. Pour qu'il y ait un travail juridique de fond. Mais encore une fois, ce qui définit malgré tout un génocide en réalité au départ, c'est qu'il y ait une inscription politique de la volonté déterminée d'éliminer une société ethnique et culturelle.
Là, ce n'était pas la volonté de l'État d'Israël. La volonté de l'État d'Israël a été affirmée par 3 faits. 1, anéantir le Hamas en termes d'organisation, défaire leurs infrastructures militaires, libérer les otages. Telle a été la feuille de route qui a été confiée à l'armée d'Israël. Donc on ne peut pas dire que dans ce qui a été confié en termes d'objectifs militaires, il y avait marqué éradication d'une population de façon systématique, culturelle, ethnique et religieuse. Et Israël, vous diriez aujourd'hui que c'est devenu une puissance régionale, mondiale Alors Israël s'est aujourd'hui affirmé comme une puissance extrêmement au-delà de la puissance régionale qu'elle était déjà. C'est-à-dire, ce n'est pas une puissance internationale, c'est pas comparable aux États-Unis, oui, c'est ça, même si ou à des armées tiers. Mais leur capacité d'intervention, telle qu'ils l'ont fait sur l'opération qu'ils ont menée en Iran, sur les opérations qu'ils ont menées au Liban, sur les opérations qu'ils ont menées à Gaza, sur le fait de se retrouver pratiquement sur 7 conflits de façon concomitante auxquels ils devaient répondre, alors que je vous rappelle qu'au début, beaucoup d'observateurs disaient qu'Israël pourrait répondre à 2 conflits, 3 conflits, certainement pas au-delà. Alors ils ont démontré une résilience et une capacité militaire et de renseignement d'excellence. Après, ça ne fait pas d'Israël la première puissance militaire mondiale, ça en fait une puissance redoutable d'un point de vue du renseignement et d'une capacité à mettre en place des objectifs militaires, certainement sur tout le Moyen-Orient. Sur tout le Moyen-Orient, oui. On peut aussi aborder cette question de l'occupation israélienne en Cisjordanie, notamment. Depuis 1967, au moins, cette occupation, elle s'organise autour de 3 grands axes. Démographiquement, avec des politiques d'exclusion juridique des Palestiniens. Territorialement, puisque cela sert l'expansion de l'État hébreu. Au niveau économique aussi, avec une dépendance accrue des Palestiniens à l'économie israélienne. Pourquoi le gouvernement de Benyamin Netanyahou continue cette dynamique de colonisation, malgré tout, malgré les appels à arrêter de l'ONU, qui peut-être ne sont pas forcément bien reçus, ou entendus en tout cas? Pourquoi il continue malgré tout? Ce qu'il y a, c'est que depuis le 7 octobre, il va de soi que la pression a été maximum en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, comme vous avez pu le voir, au moment où il y a eu les actions qui se sont produites à Gaza, il y a eu des tentatives d'action concomitantes qui se sont passées notamment à Jénine, où les Israéliens sont intervenus. Après, sur ce que l'on appelle colonisation et que les Israéliens appellent implantation, il y a le terme de colonisation signifie dans notre psyché occidentale que non seulement on est sur un territoire qui ne nous appartient pas, qu'on en exploite les richesses et qu'on en exploite aussi, je dirais, la démographie humaine qui est là pour la mettre au service de sa propre économie. Qu'on l'utilise, qu'on se l'approprie vraiment. Mais en réalité, ce que font les Israéliens aujourd'hui, c'est certes une appropriation territoriale qui peut être réversible. Elle a été réversible avec le Liban, elle a été réversible avec l'Égypte, avec la restitution du Sinaï. Donc on peut aussi penser qu'à un moment donné, ça peut être réversible. Mais en aucune manière une colonisation au sens de je vais faire travailler la population palestinienne à mon profit. Aujourd'hui, vous imaginez bien, c'était vrai hier, ça sera d'autant plus vrai demain, qu'en rien, les Israéliens aujourd'hui veulent partager quoi que ce soit avec la population palestinienne. Ça, c'est sûr, oui. Donc c'est du gain territorial au sens apposition territoriale, au sens strict du terme, mais ce n'est pas une colonisation au sens exploitation. Oui, c'est ça, c'est plus colonisation au niveau d'implantation de colonies, en tout cas d'espèces de... Ce sont en fait des appropriations territoriales. De territoire, oui. Plus que... En termes d'implantation, d'acquisition territoriale par la force, mais qui ne se font pas, je dirais, avec l'exploitation volontaire des personnes qui sont sur ces territoires. Et plus que les ressources, il n'y a pas forcément de lien... Enfin, ils exploitent quelques ressources quand même? Les exploitations des ressources sont celles qui sont faites en Israël. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que l'agriculture israélienne a été divisée par 12. Hein. Aujourd'hui, ce qui fait, je dirais, le corps de l'économie israélienne, c'est de l'économie informelle. C'est avant tout la high-tech. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi la Startup Nation. Moi, je rappelle dans un article
que j'ai fait en 2002, alors qu'on était pendant la seconde intifada. J'avais fait cet article pour le Nouvel Hebdo et ça s'appelait La start-up israélienne partant d'intifada. Et on avait appris à ce moment-là, et je crois que c'est toujours vrai, que l'économie israélienne a un peu plus de 100 sociétés au Nasdaq. Ce qui fait vivre aujourd'hui la société israélienne, c'est avant tout la capacité à développer du projet, à faire de l'ingénierie et à développer de la pharmacologie et ce type de choses. C'est beaucoup moins l'agriculture. Ce qu'il y a aussi et ce qui reste aussi important, c'est le tourisme. Ouais. Okay. On va partir maintenant un petit peu plus au Liban pour évoquer les autres conflits qui sont en cours dans la région. Et on a beaucoup parlé du Hezbollah au Liban, oui. Qui soutient le Hamas plus ou moins sans s'engager totalement dans une guerre totale, en tout cas dans un conflit armé puissant. Aujourd'hui, le Hezbollah, c'est une organisation clé du fonctionnement institutionnel du Liban. Est-ce que vous confirmeriez que c'est une sorte d'alternative au gouvernement libanais, comme on peut l'entendre des fois? C'était pas une alternative, mais c'était un État dans l'État. Ouais. Moi, je rappelle souvent, maintenant je peux le dire, mais la France a eu sa dernière procureure aux armées qui s'appelait Alexandra Onfray, et je connaissais donc cette personne qui est allée au Liban en 2012, et la constatation que faisait donc cette représentante de la France, c'était que effectivement le Hezbollah était un État dans l'État. Il était non seulement présent au sein des institutions, mais en termes d'armée, de présence de police, d'infiltration même de l'armée régulière libanaise. Le Hezbollah était présent et donc avait un poids sur la société libanaise au sens strict du terme, et un poids très lourd. Aujourd'hui, après les confrontations qu'il y a eu entre le Hezbollah et Israël, le fait que le Hezbollah a été défait à la fois dans son architecture militaire, à la fois dans les cadres qui ont été pour la plupart de leur leader décimés avec la disparition de Hassan Nasrallah, il y a un recul aujourd'hui de l'importance du Hezbollah dans la société libanaise. Il y a un retour du Hezbollah, de la société libanaise et d'une volonté politique de s'affirmer par rapport au Hezbollah et de reprendre même, je dirais, une légitimité, même dans le sud Liban, où était très fortement implanté le Hezbollah. Maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va se réguler d'une manière ou d'une autre? Pour l'instant, c'est l'état des lieux que l'on peut faire. Et naturellement, ça a infléchi, je dirais, énormément sur le Hamas. Il faut rappeler qu'au moment où le Hamas, au mois d'octobre 2023, commet les atrocités qu'il commet en Israël, en envoyant 6200 roquettes sur Israël, au même moment, le Hamas, lui, de façon concomitante, commençait à envoyer des roquettes sur le nord d'Israël, ce qui a fait un désengagement de à peu près 100 000 personnes qui habitaient le nord du Golan, qui s'est replié, et Israël a donc renforcé sa position défensive à ce moment-là. Donc oui, effectivement, ils étaient des alliés. Ils n'étaient pas des alliés au sens que, je dirais... Ils s'impliquaient totalement avec eux, mais... Ils s'impliquaient totalement, ouais. Mais ce qu'on a décrit comme étant l'axe chiite mal décrit, qui faisait que comme proxy, il y en avait deux au moins, c'était d'un côté le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Effectivement, plus les Houthis au Yémen, les Israéliens, et ce qui leur a permis de renforcer leur architecture de sécurité. Mais ça veut dire que le gouvernement libanais, il a encore une force, un poids, parce que si on a dit que le Hezbollah s'implique vraiment beaucoup, aujourd'hui, du fait de leur défaite militaire, du fait de leur défaite politique, on constate qu'effectivement au Liban, les Libanais, la gouvernance libanaise est en train de reprendre le pas sur le Hezbollah, qu'ils sont en train d'essayer, autant que faire se peut, avec une aide internationale, de démilitariser le Hezbollah. Donc oui, il y a un retour, je dirais, de la force publique libanaise qui essaye d'affirmer sa primature sur le Hezbollah. Oui. Autre pays que je tenais à aborder, c'est la Syrie, parce que personnellement, je me pose de plus en plus la question sur les motivations, les intérêts, les directions que prend le nouveau gouvernement, ou en tout cas le nouveau groupe majeur qui est actuellement en Syrie, après la chute de Bachar el-Assad. On aperçoit, en tout cas, on voit les rencontres avec Trump, avec Poutine récemment. Pour vous, il va où ce gouvernement? Est-ce qu'il y a des intérêts
de dictature ou d'un régime autoritaire Je crois qu'il y a une chose c'est difficile à définir la Syrie aujourd'hui parce qu'on voit mal l'horizon qui se profile. Alors vous avez raison, c'est compliqué de pouvoir décrire l'horizon à court moyen terme. Il y a une chose qu'on peut affirmer, c'est que la Syrie ne sera pas une démocratie libérale. Il y a une autre chose que l'on peut affirmer, c'est que si aujourd'hui la Russie, la France, les pays européens sont allés en Syrie et ont en quelque sorte adoubé cette nouvelle administration, c'est parce qu'il y a à la fois des intérêts économiques et des intérêts stratégiques en termes d'architecture de sécurité sur place qui permettent de sanctuariser un certain nombre de choses, notamment d'éviter que les camps qui sont tenus aujourd'hui par les Kurdes et qui ont énormément d'anciens détenus, qui sont des détenus, qui ne sont pas des anciens détenus, qui sont des détenus de l'État islamique, ne se volatilisent dans cet espace. Donc c'est pour ces raisons à la fois sécuritaires, pour la sanctuarisation de la frontière avec la Turquie, pour le fait qu'il puisse continuer à y avoir du pétrole et du gaz raffiné qui quittent la Syrie et qui passe par la Méditerranée et qui vient nourrir le commerce international. C'est pour toutes ces raisons, à la fois de sécurité et d'économie, que les Occidentaux n'y vont pas les yeux bandés. Oui. Mais ils y vont parce que tout simplement la géopolitique, c'est quelque chose de froid. Ils y vont et ils défendent leurs intérêts. Ils y vont franchement, je veux dire, avec Poutine. Parce qu'on a vu les rencontres avec Poutine. Poutine, qui était un allié de Bachar el-Assad, il continue cette proximité avec la Russie. Ce qu'il y a, c'est que les Russes se sont désengagés de la Russie. Oui. Ils avaient des troupes, ils se sont désengagés. En 2015, ils étaient très présents. Ils ont participé au massacre qu'a commis Bachar el-Assad. Donc ils étaient terriblement présents. Dès qu'il y a eu ce bouleversement, les Russes ont dû quitter une partie de la Syrie, mais pour eux, ça reste un gain stratégique. C'est la première fois, puisqu'ils arrivent en Syrie en 2015, c'est la première fois depuis 1991, l'effondrement de l'Union soviétique, que les Russes remettent un pied dans une mer chaude, la Méditerranée, sur un territoire qui n'est pas neutre, qui est la Syrie, et au Moyen-Orient. Ok. Autre pays, on va changer un petit peu de registre, la place de l'Iran maintenant, qui pèse de plus en plus dans les négociations internationales et régionales et dans les risques d'embrasement de la région. Je rappelle que l'Iran, c'est une république islamiste, un régime très autoritaire, et qui gagne du terrain aussi dans le secteur du nucléaire. Quelles sont les raisons qui pousseraient ce pays à obtenir l'arme nucléaire, si ce n'est pour intimider peut-être son ennemi historique Israël, ou du moins de peser un petit peu plus, de revendiquer une place? Moi, je rappelle souvent une chose, c'est qu'au-delà d'Israël, si on met Israël de côté, oui. Il y a de nombreux pays arabes qui ne veulent surtout pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes, l'Égypte, ces trois pays que je viens d'énoncer, avaient dit en 2012 qu'ils voulaient la tête du serpent, et quand ils disaient la tête du serpent, ils signifiaient l'Iran, et d'autre part, ils avaient signifié aussi que si demain l'Iran arrivait à obtenir l'arme nucléaire d'un point de vue fonctionnel, avec des missiles qui permettraient de les porter, etc., eux demanderaient soit à leurs alliés, soit le feraient indépendamment par des tiers, d'obtenir eux aussi une arme nucléaire défensive. Autrement dit, en réalité, on sait très bien que si demain l'Iran avait et obtenait réellement l'arme nucléaire, ça entraînerait un choc thermique, je dirais, c'est le cas de le dire, d'un point de vue de la sécurité et de l'architecture de sécurité au Proche et au Moyen-Orient. Ça entraînerait une dissémination de l'arme nucléaire parce que tous ses voisins voudront l'arme nucléaire. Oui, forcément. Et qu'à partir de ce moment-là, ces États n'étant pas ce qu'on pourrait appeler des États dotés d'une culture nucléaire, comme on l'entend en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Russie ou en Chine, il y aurait des risques internationaux qui prendraient des proportions invraisemblables. Et c'est ce qu'avait décrit François Hesbourg dans un livre qu'il a publié dans les années 90-2000 qui s'appelle « Le choix des armes », où il dit les scénarios, ils sont sur la table. Soit l'Iran aura la bombe atomique et on va assister à un désastre avec une dissémination, avec un risque terroriste, bref, une terreur par le nucléaire. Soit on rentre dans un processus qui est un processus diplomatique, soit ce sera par la force que l'Iran n'obtiendra pas aujourd'hui ou demain l'arme nucléaire.
voyez qu'il y a encore 2 de ces scénarios qui sont sur la table. Et justement, cette communauté internationale, elle est fébrile, je trouve en tout cas, concernant la possession du nucléaire par l'Iran. Pourquoi il y a des accords comme ça qui sont noués plus facilement avec la Russie? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de contrôle, de dénonciation? Tout simplement, il n'y a pas eu de possibilité de plus de contrôle parce que l'Iran n'a pas laissé l'AIEA, qui est donc l'agence de l'ONU, intervenir sur l'ensemble de ces sites pour pouvoir cartographier ce qu'il en était exactement en termes d'uranium enrichi, en termes d'utilisation et de finalité de cet uranium enrichi. Et donc, naturellement, l'ONU est très perplexe là-dessus. Et les Européens ne sont pas aveugles. Ils voient bien que les revendications de l'État iranien, c'est pas simplement de dire nous voulons, nous, en termes de souveraineté, avoir la bombe atomique parce que ça participe de notre souveraineté. Il y a quand même une affirmation réitérée moult fois qui était de dire cette arme, elle servira aussi à la destruction du petit Satan qu'est Israël. Donc tant que cette idéologie est en place, il va de soi que ni les Européens, ni les Américains, ni même les Russes, aujourd'hui, n'acceptent ce genre de choses. Quoique, très récemment, j'ai cru voir qu'il y avait un accord stratégique entre la Russie et l'Iran pour le développement de centrales nucléaires civiles. Oui, il y a eu des accords qui ont été passés en septembre, donc, il me semble. Donc on peut se poser la question, jusqu'où peuvent aller ces accords? Est-ce qu'ils vont rester juste sur du civil? Et forcément, ça renforce le rôle de la Russie, la position légitime. Ça va renforcer une chose, c'est-à-dire la pression des Européens sur l'Iran en termes de sanctions, pour effectivement veiller à ce que ça ne passe pas un strat stratégique et que ça aille vers du nucléaire militaire. Surtout que, étant donné qu'aujourd'hui les Européens sont très engagés sur la question ukrainienne, on voit bien qu'en phase 2, il y a quelqu'un qui les a désignés comme ennemis, c'est la Russie, et que la Russie peut jouer de cette relation particulière avec l'Iran pour, je dirais, à la fois faire du civil et puis peut-être réaffirmer le fait qu'elle est prête, elle aussi, peut-être à jouer avec l'Iran pour utiliser du nucléaire pour du militaire, à des fins militaires. Ouais. Une dernière question maintenant, pour terminer, sur le passage stratégique de la mer Rouge, le détroit d'Ormuz notamment, qui est un itinéraire stratégique incontournable par lequel transitent environ 30% des ressources pétrolières, soit 21 millions de tonnes de pétrole chaque jour, selon des études de Statista. Ce pétrole, il provient des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en tête. Selon vous, comment la guerre à Gaza, et plus généralement les tensions qui sont en cours aussi également au Soudan, qu'on pourrait peut-être inclure dans ces relations de passage maritime, parce que les pays sont proches, avec l'Égypte également, comment ça affecte le commerce maritime mondial, à la fois au niveau économique et au niveau diplomatique, et peut-être au niveau militaire aussi? Vous avez pu voir que le détroit d'Ormuz, tout le monde redoutait que lorsque les Israéliens ont bombardé l'Iran, ce détroit d'Ormuz soit fermé par les Iraniens et donc empêche tout ce que vous venez de décrire en termes de transactions pétrolières, voire gazières, pour le commerce mondial. Et donc il y aurait eu une perturbation immense. Force est de constater que ça n'a pas été. D'accord. 1. 2, vous voyez bien qu'en Méditerranée, il y a un acteur qui est un proxy de l'Iran, que sont les Yéménites, et qui aujourd'hui font de la piraterie. En Méditerranée ? En Méditerranée. Okay. Donc il faut quand même voir que c'est pour ça que les Américains ont envoyé la 6e flotte, c'est pour ça que les Français sont très vigilants, c'est que oui, la Méditerranée peut demain devenir dangereuse. Et donc il faut laisser cette fluidification du commerce international. Et que tous les acteurs du commerce international veillent à cette fluidification. Le risque, il n'est pas neutre. Aujourd'hui, pour l'instant, il est à bas bruit, mais on ne sait pas ce qu'il peut en advenir demain. De la même chose pour le détroit de Dormouz, qui était vraiment une grande interrogation lorsque les Israéliens... on pensait que ça allait être coupé, voilà, qu'il allait avoir des crises. Les Iraniens ont compris que ça n'aurait pas un intérêt stratégique et que la réponse risquerait d'être encore plus forte. Parce que le pétrole, c'est vraiment un enjeu. C'est-à-dire que si on enlève le pétrole dans cette région, c'est même un enjeu pour eux. Ouais, oui. C'est même un enjeu. C'est une économie locale, oui. Mais c'est une économie
qui leur permettent d'avoir des ressources économiques, et d'en délivrer aussi vers la Russie. Donc c'est des choses importantes, voire vers la Chine, voire vers l'Inde. Donc ils essayent d'écouler autant que faire se peut leur pétrole, eux aussi, et ça leur donne des subsides économiques. Donc ils n'allaient pas se tirer une balle dans le pied, si on peut le dire comme ça. Mais malgré tout, c'était une menace non négligeable d'un point de vue stratégique. Bien, je crois que nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Merci à vous, Michel Derzhansky, pour votre éclairage. C'était un plaisir de vous avoir avec vous pour mieux comprendre les différents enjeux et conflits au Moyen-Orient. Merci. Même si on n'a pas abordé tous les aspects, je pense qu'on a compris un petit peu globalement les différents enjeux qui s'y passent. Merci à l'ESG Lille pour le prêt des logos et puis à mon collègue Timéo à la régie. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis pour cette première émission, pour cette grande première. Votre podcast est à retrouver sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À très vite sur Enquête Inter.